That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Ciné, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, un livre qui s'intitule Comédies américaines. Alors, comédien avec S entre parenthèses, américaine avec un S entre parenthèses, d'Ernst Lubitsch à Blake Edwards, histoire d'une forme, avatar d'un genre, et écrit par Mark Sericiello, pardon. Je vais lui demander deux choses. Déjà, comment il va? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez montrer le livre? Un peu enrhumé, mais j'espère que ça s'entend pas trop. Et voilà le livre. Ah, Voilà. alors je vais le mettre en gros Les plan. comédies américaines, donc. Voilà. Et après, voilà, travelling arrière, avec évidemment l'impossible Monsieur Bébé, Bringing Up Baby, et voilà. Et voilà. Et c'est édité chez Capricci. Et c'est édité chez Capricci. Donc je remercie Tiffen pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Écoutez, j'avais pas prévu cette question, mais on va commencer par ça. Vous venez de montrer la couverture de votre livre avec l'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks. On reconnaît Catherine Hepburn et Cary Grant, et Bébé qui est le léopard, enfin qui est à côté. Pourquoi avoir choisi l'impossible Monsieur Bébé pour illustrer cette thématique des comédies américaines entre 1918 et 1968? Oui, alors écoutez, c'était quand même un signe assez évident de la comédie qu'on appelle screwball, qui est la comédie loufoque, qui s'oppose à la comédie sophistiquée de Lubitsch, par exemple. Et dans les années 30, qui sont le moment le plus connu peut-être de la comédie américaine, ce film me semble être très caractéristique de la folie qui s'empare effectivement des personnages et du film petit à petit. Et c'est un film qui est, je ne sais pas s'il est difficile, je crois pas en fait, je crois pour moi qu'il est au contraire assez évident. Il faut entrer dedans, et on entre dedans de manière extrêmement simple parce que Hawks, le cinéaste, Howard Hawks, entre délibérément, dès la première séquence, dans la rencontre entre un professeur, on voit d'abord un professeur en train de réfléchir, et on apprend qu'il doit se marier. Mais la femme qu'il doit épouser, son assistante, ne veut surtout pas déranger le professeur. Et puis dès la deuxième séquence, il rencontre Catherine Hepburn, qui est une folle furieuse. Et dès la troisième séquence, ils sont au bar du Ritz, et ça devient encore plus catastrophique. Et donc, en trois séquences, et donc là, c'est vraiment l'ordre des séquences très classiques du cinéma, en trois séquences, Hawks nous a emportés. Et ça va devenir de plus en plus fou, de plus en plus délirant, mais parce qu'on part d'emblée sur un très très bon timing. C'est un film c'est marrant parce qu'il est écrit par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la comédie. Dudley Nichols, c'est plutôt le scénariste de John Ford, un type plutôt sérieux au départ. C'est un film qui est très souvent passé. Qui passe dans les salles depuis 80 ans, on le voit. Il y a une grande continuité du genre, et notamment avec, par exemple, l'impossible Monsieur Bébé. Il y a une phrase dans ce film qui est incroyable et qui peut-être dit beaucoup de choses de cette période-là des comédies américaines. Je crois que c'est Catherine Hepburn qui dit, mais là vous allez peut-être rectifier si je me trompe. En gros, elle dit, il m'aime, mais il ne le sait pas encore. Quelque chose de cet ordre-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment pour moi le fil conducteur de ces comédies-là, c'est-à-dire de partir sur un malentendu. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que le désir vient de la femme. Très clairement. Et donc, elle a un temps d'avance qui est le temps du désir. Et lui, on va dire qu'il est, comme on dirait de quelqu'un d'un peu débile, il est très en retard. Et il va réaliser qu'il l'aime à la toute dernière seconde du film, quoi. C'est le moment où ils sont, pour ceux qui ont vu le film, sur le brontosaure, et il s'aperçoit qu'il a passé un moment extraordinaire avec elle, et que le brontosaure, et donc c'est-à-dire,
on peut l'interpréter de diverses manières, mais le côté vieux du personnage laisse place à la vie, quoi. Et à ce moment-là, donc, c'est cette fameuse scène où il la rattrape par la main et qui est citée par Hitchcock à la fin de La mort aux trousses, quand il passe du Mont Rushmore à la cabine de train en soulevant Eva Marie-Sainte, le même acteur, Cary Grant. Enfin, voilà, donc c'est un film intéressant aussi par les petits qu'il a pu faire dans l'histoire, pas seulement dans la comédie. Je voudrais savoir, est-ce que les comédies américaines, est-ce qu'elles font partie de vos images marquantes, c'est-à-dire de votre enfance? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, oui. Ce sont des films que j'ai vus à la télé, ça c'est certain. Je fais partie de cette génération qui a vu d'abord le classique à la télé. Mais en même temps, moi j'étais un cinéphile, un véritable cinéphile, parce que j'habitais à Marseille, et mon meilleur ami était le fils d'une journaliste de cinéma. Et donc on utilisait les cartes de sa mère, et donc on était tout le temps fourré au cinéma. Et c'était plutôt le début des années 70, le milieu des années 70, et c'était plutôt les comédies italiennes, les films, les grands films américains de cette époque-là. Et donc les comédies américaines, je les ai vraiment vues, non pas au temps de l'enfance ou de la première adolescence, mais quand je suis arrivé à Paris, dans les petites salles du quartier latin et à la Cinémathèque, et c'est là que je les ai vraiment vues. Donc, c'est pas exactement des images d'enfance, à quelques exceptions près. Ça a été vraiment très goulûment la façon de voir le cinéma classique américain qui me manquait quand je suis arrivé à Paris du sud de la France. Alors, un moment au début du livre, tout au début du livre, dans l'introduction, vous dites quelque chose de ce genre. Vous dites en gros que la comédie, elle est devenue elle est devenue américaine en quelque sorte. Alors, voilà, ça je vous remercie de poser une telle question parce que c'est ce qui permet effectivement de poser le problème. Il y a une rivale dans l'histoire du cinéma, c'est la comédie italienne des années, fin des années 50, toutes les années 60, début des années 70. Il y a 15-20 ans de comédie italienne où vraiment on peut dire aussi la comédie italienne. Mais même si on peut évoquer la comédie britannique à la même époque, comme ça, on ne parle pas de comédie française, on ne parle pas de comédie allemande, on parle pas. Bon, on voit bien quand même que dans l'histoire des arts, on a parlé d'élégies romaines, de tragédies grecques, de peinture flamande. Enfin, on voit bien de romans picaresques espagnols, que sais-je. On voit bien effectivement qu'il y a des moments dans l'histoire où un genre est accolé à une période et un pays. Et ce qui est arrivé à la comédie aux États-Unis relève, à mon sens, donc c'est une grande importance du genre. Ça relève de ce processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Hollywood est très puissant. C'est incontestable. Au temps du cinéma muet, qui est le moment, les années 20, c'est le moment de la plus grande puissance hollywoodienne. Les Américains font 800 films quand les Allemands en font 100 et nous 50. Enfin, il y a un côté, c'est écrasant la domination du cinéma américain à ce moment-là. On l'a oublié parce qu'on a perdu les films, mais il faut bien comprendre quand même cette domination. Et quand le cinéma devient parlant, il y a plusieurs genres qui se mettent en place, qui sont des genres du parlant, comme le western ou le film de gangster. Mais la comédie, avec ses variantes, sophistiquées, loufoques, etc., la comédie passe. Et c'est-à-dire que dans le monde entier, en Russie, en Union soviétique, en Italie, en Allemagne, en France, partout, les gens parlent quasi immédiatement de comédie américaine. Et ce n'est pas la comédie ou des films américains, etc. On s'aperçoit que dans plusieurs langues, on devient, le genre est nommé. On ne va pas dire le western américain, c'est stupide, ça serait un pléonasme.
on va pas dire le film de gangster américain, on dira le film de gangster, et on comprend que c'est tandis que là, on a réellement marqué l'épithète géographique avec le genre. Et c'est resté. Et c'est resté pendant un certain temps. Et le propos du livre, c'est de montrer effectivement qu'il n'y a pas qu'une seule comédie américaine, qu'il y en a une autre, en tout cas au moins, qui change radicalement à la fin des années 40 et surtout les années 50 et 60, et qu'il y en avait déjà une dans le muet. Et ça, c'est mon point de départ historique. Et ce point de départ prend un peu le contre-pied d'une histoire qui relierait la comédie au burlesque. Et en dépit de la très très grande admiration que je peux avoir pour le cinéma burlesque de Keaton, de Chaplin, de Laurel et Hardy, etc., pour moi, l'histoire de la forme que je raconte, c'est plutôt l'histoire d'une comédie qui est plutôt une comédie de type vaudeville, qui est boulevard ou autre, de qualité, et qui se déploie de manière purement cinématographique à partir des années 20. Et donc là, il y a différents exemples, voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut, à mon avis, suivre l'histoire de la forme. Il faut abandonner le burlesque, même s'il revient forcément à différents moments, et partir effectivement des comédies muettes de Lubitsch, des films de Chaplin, des films de Cécile B2000, ce qui est un peu étonnant, mais il y en a un certain nombre. Alors, ça c'est absolument ahurissant, et je voulais bien vous entendre sur cet aspect-là. Il est vrai, et vous l'avez dit, et vous avez entièrement raison, c'est tout à fait normal, c'est vous qui avez écrit le livre, donc vous avez raison. Mais je veux dire que lorsque on parle de ce livre à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, tout de suite dans son esprit, il va voir la figure de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, il va voir la figure du burlesque en tant qu'origine de la situation, de la chose. Mais vous l'avez très bien dit, vous choisissez de commencer votre livre en 1918, de le terminer en 1968. Est-ce que ce dont je suis en train de vous parler, est-ce que ça fait partie un petit peu des intentions de ce livre aussi? Ah oui, non, tout à fait, parce que c'est un ouvrage historique, mais c'est un ouvrage très personnel et critique, hein, donc il y a des points de vue très affirmés, il y a une façon de prendre le lecteur par la main, je dirais, et de lui proposer un trajet qui est un trajet à la fois objectif et subjectif, et de suivre effectivement un chemin. Je suis un peu le guide, si vous voulez, le Cicérone. Faire découvrir des auteurs comme Cécile B2000, auteur de comédie, ça surprend beaucoup. Et comme vous le dites, les spécialistes, les cinéphiles sont au courant, mais pour nous, Cécile B2000, c'est l'auteur des 10 commandements, de Samson et Dalila, des grandes fresques bibliques et épiques. Bon, on connaît bien ça. Or, en 1918, 1919, 20, 21, même s'il avait réalisé un très grand drame comme Forfaiture, même s'il allait réaliser en 23 la première version des 10 commandements, muette, tout à fait étonnante et différente d'ailleurs de la version parlante, il réalise ses plus grands succès avec avec une actrice que nous connaissons parce qu'elle joue dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, où elle joue le rôle d'une vieille actrice dépassée et un peu folle, c'est Gloria Swanson. Et il y a Cécile B2000 dans le film de Billy Wilder, qui joue son propre rôle. Et là, effectivement, quand on voit Sunset Boulevard, qu'on est un spectateur traditionnel du cinéma, on peut se dire oui, tiens, cette actrice est un peu toquée, oui, Gloria Swanson, j'en ai vaguement entendu parler. En fait, on s'aperçoit quand on regarde les films que ce sont des films qui ont été des succès considérables. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que ces films-là sont d'abord déjà des comédies du remariage. Les titres originaux sont assez étonnants. Don't change your wife. Why change your husband? Male and female. Bon, et ce sont des comédies où effectivement les gens vont se remettre ensemble. Là, le couple va se remettre ensemble. Donc on trouve très tôt cette forme-là. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma burlesque de Keaton et Chaplin. Hein. Même si Chaplin, on va en dire un mot, il est capital pour un film en particulier. Mais là, donc, il y a quelque chose à découvrir. Et
non seulement à découvrir, donc il faut voir ces films, mais surtout à comprendre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, ces films sont oubliés. Ils sont passés dans la trappe de l'histoire parce que, pour plein de raisons. La principale, c'est que le cinéma muet n'existe plus. Ce que nous connaissons du cinéma muet, c'est 10%. 90% du cinéma muet a été détruit. On a créé les cinémathèques, je le rappelle, dans les années 30. Elles ont toutes été créées dans les années 30 pour sauver ce qu'on pouvait encore sauver du cinéma muet. Et donc, là aujourd'hui, les gens sont morts, hein, donc c'est-à-dire les gens qui ont découvert ces films dans les années 20, qui étaient à peu près conscients, donc n'existent plus. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand on regarde des textes de Louis Deluc ou des textes de Jean Mitry, hein, on comprend qu'effectivement, c'était des films tout à fait considérables. Et alors que le cinéma burlesque, on a gardé les films. Et donc, on les a montrés très souvent dans toutes sortes d'écoles, d'institutions religieuses, en avant-première des séances de cinéma. Les petits films burlesques ont été vus et revus, et donc dans notre imaginaire, le cinéma comique muet, c'est le burlesque, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que c'est une forme extraordinaire. Mais du coup, ces films-là, comme beaucoup de mélodrames, comme beaucoup de westerns, comme tous les genres qui existaient, n'existent plus. Et donc on les a évacués de notre mémoire, comme si, tout se passe comme si, effectivement, ces films n'avaient pas existé. Je voulais rendre hommage, parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans les années 30 ça continue, si on ne sait pas que ça avait commencé à la fin des années 10, et dans les années 20. Celui qui fait vraiment le lien entre tout ça, c'est Lubitsch. Parce que Lubitsch fait des comédies en Allemagne, il arrive très tôt à Hollywood en 22. Il ne vient pas à cause de Hitler, hein, c'est pas parce qu'il a fait To Be or Not To Be que Lubitsch est lié à l'exil à cause de Hitler. Il a accueilli au contraire beaucoup d'exilés lui-même, parce qu'il avait une position importante à l'époque. Mais Lubitsch continue à faire ses comédies muettes à Hollywood, et il installe lui aussi, comme Cecil B. DeMille, il est un des grands créateurs du genre. Et celui qui est encore plus important peut-être, c'est le Chaplin, mais pas le Chaplin du personnage, celui qui a créé le personnage de Charlot, de Charlie, mais c'est le Chaplin d'un film que je trouve tout à fait extraordinaire. Enfin, je ne suis pas le seul à le trouver. C'est un film qui a beaucoup impressionné quand il est sorti. C'est le film qui s'appelle L'opinion publique, The Women of Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est un classique vraiment très important, et qui n'est pas une comédie, qui est un drame, un mélodrame. Mais la partie centrale, c'est vraiment le nœud de la comédie. Si vous voulez, c'est un film en 3 parties. Il y a drame, comédie, drame. Et c'est le seul film où Chaplin ne joue pas. Il avait voulu absolument travailler la mise en scène, et c'est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma, à mon sens. Et dans la partie centrale, il développe tout ce qui a été fait dans la comédie auparavant, et Lubitsch lui-même l'a dit. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait un premier film, j'en ai fait un second, puis j'ai vu l'opinion publique, et là je me suis dit, ouh là là, voilà, lui a compris, et donc je vais développer ce que Chaplin a fait. Donc c'est Chaplin et Lubitsch qui sont essentiels dans le cinéma muet. Donc ça veut dire que, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le livre, entre 1918 et 1930, donc la période du muet, tout a déjà été dit, toutes les thématiques que l'on retrouvera dans les années 30, 40, 50, elles étaient déjà là durant l'âge d'or du muet. Alors, en tout cas, la forme s'était développée. Elle s'était installée, et on pourrait dire que le genre n'attendait que la parole, et c'était quelqu'un comme Lubitsch. Pour quelqu'un comme Lubitsch, en tout cas, c'était très clair. Chaplin, on sait très bien qu'au contraire, lui a été le seul à résister au parlant. Il pouvait se le permettre parce qu'il était l'homme le plus célèbre du monde. Il était riche, il avait son studio. Il n'a pas voulu. Et puis tout son art était vraiment l'art du burlesque muet. Pour Chaplin, les choses ont été un petit peu plus compliquées. En revanche, quand on suit la carrière de Lubitsch,
on s'aperçoit que lui, effectivement, est tout à fait essentiel dans ce processus, y compris avec la façon dont il utilise le film musical. Pour Lubitsch, au moment où il passe du muet au parlant, il réalise toute une série d'opérettes filmées, de films musicaux, notamment avec Jeannette MacDonald et notre Maurice Chevalier national, qui est à cette époque-là une très 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 grande star mondiale, hein, hollywoodienne et mondiale. Tout le monde connaît Maurice Chevalier. C'est un peu surprenant pour nous, parce qu'on a plutôt connu des images plus ringardes de Chevalier en France. Hein, c'est ce que disait Woody Allen. Les Français, pendant la guerre, hein, ils ont eu du courage. Ah oui, super, supporter Maurice Chevalier pendant 4 ans, comme ça. Et donc, on a un peu cette image, effectivement, un peu ringarde de Chevalier, mais à cette époque-là, il est tout à fait extraordinaire. Et Lubitsch avait compris que le parlant, c'était aussi le musical, que le chanteur de jazz, finalement, qui est le film comme on le sait, qui a été le premier film dit parlant, c'est en fait un film muet avec des chansons. Hein, et les gens étaient fous, hein, ils bissaient les chansons, il fallait que le projectionniste remette les numéros chantés. Ça a été l'hystérie autour du chanteur de jazz, elle était liée aux chansons. Et Lubitsch, celui qui a peut-être le mieux compris tout cela, et donc qui a articulé le langage de la comédie à partir des succès possibles autour de ces opérettes filmées, et c'est à partir de là que la comédie sophistiquée s'est mise en place. Est-ce que le fait que vous mettiez comédie américaine au pluriel, est-ce que ce pluriel est lié aussi à l'identité des différents studios hollywoodiens qui ont produit ces comédies américaines? C'est une bonne question. Je n'en fais pas, comment dire, une ligne de partage, mais il est évident qu'il y a un studio qui est très important, c'est la Paramount. C'est le studio de Lubitsch, et c'est le studio de Sturges, c'est le studio de Billy Wilder. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors, la Paramount, c'est le plus grand studio avant d'être dépassé par la MGM dans le courant des années 30. C'est le studio qui, donc, l'ancien Famous Players Lasky, le studio de Cecil B2000, etc. C'est un studio qui a une identité esthétique très marquée. C'est le studio le plus européen, le plus raffiné, avec une direction artistique absolument remarquable. Et Lubitsch, tout en réalisant ses chefs-d'œuvre dans les années 30, sera pendant 1 an le directeur du studio. Il n'était même pas américain à l'époque. Il n'avait même pas encore la nationalité américaine. C'est la seule fois qu'un cinéaste sera en charge de la production d'un studio comme ça. Ça ne durera qu'1 an, mais ça montre quand même l'importance de Lubitsch. Et la comédie Paramount, c'est une comédie très européenne, en tout cas pendant un bon moment. Et les films de Lubitsch, par exemple, si ce sont des comédies sophistiquées, c'est peut-être la sophistication dans les relations humaines, entre les hommes et les femmes, c'est peut-être l'élégance des costumes et des décors. Bien sûr qu'il y a une sophistication dans ce sens-là. Mais la comédie de Lubitsch a été appelée comédie sophistiquée à la Paramount parce que, en fait, c'était une comédie européenne faite à Hollywood. C'est-à-dire que c'est totalement hollywoodien, c'est une comédie américaine, mais le cinéaste est européen, souvent les scénaristes le sont, et toujours les pièces qui sont adaptées ou les histoires qui sont adaptées sont des histoires européennes. Lubitsch est celui qui a mis en place cette véritable translation entre le vieux continent et les États-Unis d'Amérique pour faire venir les sujets. Les pièces que Lubitsch fait adapter à la Paramount sont des pièces qui ont du succès à Paris, à Londres, à Vienne, à Budapest, très souvent, à Berlin, en Italie, etc. Donc, tout le temps, ce sont des sujets européens qui sont complètement transformés et qui deviennent des comédies américaines. Et ça c'est très Paramount.
Et donc là, cette identité-là est très forte. Alors ensuite, par contre, sur les autres studios, c'est beaucoup plus général, quoi. Donc là, on entre après tandis que là, il y a une véritable identité. Et puis, encore une fois, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est à la Paramount que l'on a permis à un scénariste très célèbre, Preston Sturges, de devenir réalisateur. Donc, il y avait déjà des scénaristes qui avaient fait parfois un film ou deux, mais là, c'est quelqu'un qui a pu se lancer dans une carrière de cinéaste et faire comprendre que les scénaristes pouvaient devenir cinéastes. C'est un événement historique considérable. Et ça, c'est à la Paramount aussi que ça a eu lieu. Preston Sturges, à un moment donné, dit, écoutez, laissez-moi tourner Gouverneur malgré lui, donc The Great McGinty, son premier film. Il demande un salaire de $1 en tant que réalisateur, en leur disant, voilà, vous ne perdrez pas de l'argent là-dessus. Alors, la petite histoire dit que finalement, la Paramount trouvait que $1, c'était pas beaucoup, donc il a reçu $10. Hein, c'est le fils de Preston Sturges qui m'avait dit ça, c'était drôle. Et quoi qu'il en soit, ensuite, effectivement, il a eu du succès, parce qu'on pensait qu'il allait se tromper, qu'il allait se planter, et finalement, il a eu du succès, donc il a continué. Pendant les années de guerre, en tout cas, il a fait évoluer la comédie de manière absolument considérable, mais surtout, en dehors de cette évolution de la comédie américaine, donc, où là, la comédie américaine change un petit peu, c'est plus la même déjà. Et puis surtout, il a une importance historique considérable parce que il ouvre la porte à Billy Wilder, à John Huston, à Delmer Daves, à Joseph Mankiewicz, etc. Donc des gens qui écrivent, qui sont les auteurs à l'américaine. Hein, c'est pas du tout la même définition que l'auteur à la politique des auteurs façon cahier du cinéma en France, où là l'auteur c'est le metteur en scène, ce qui est une excellente idée. Là, c'est l'auteur à l'américaine, c'est-à-dire le scénariste qui filme le film qu'il a écrit. Selon vous, il y a deux grosses parties dans l'histoire des comédies américaines entre 1918 et 1968, et que la deuxième partie sera à peu près aux alentours des années 40, 50, quelque chose de ce genre-là. Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale qui crée cette transition, qui fait que les choses ne seront plus comme avant, ou est-ce que c'est plutôt Preston Sturges, la transition entre la première et la seconde partie? C'est une très bonne question parce que c'est les deux en même temps. Il est évident que la comédie devient, comme le cinéma américain hein, en général, devient plus noir. On va parler des films noirs. La critique française va inventer l'expression film noir quand elle va voir toute une série de films américains qui arrivent en même temps, parce que justement, on retrouve les films américains qui n'avaient pas été montrés pendant la guerre. Et il donne cette idée, effectivement, de noirceur qui est évidente, et pas seulement de noirceur, mais un moment où la narration en flashback, le thème de la femme fatale, la ville indifférente et hostile qui devient un personnage, le détective privé. Donc, les choses ont changé à l'intérieur du film criminel. Hein, donc, on voit bien que là, il y a une véritable différence. On pourrait dire la même chose pour le western, on pourrait dire la même chose pour la comédie musicale avec les premiers films de Minnelli, par exemple, qui ont eu Meet Me in St. Louis, etc., qui sont apparus pendant la guerre. Et les choses ont été tout aussi marquantes avec Sturges et quelques autres au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est quelque chose qui a été repéré par les critiques français, de même qu'ils ont inventé le film noir, de la même manière, ils ont révélé, entre guillemets, l'importance de Orson Welles et de Preston Sturges, qui sont les deux cinéastes, les deux grands cinéastes qui n'avaient pas pu être vus pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on lit les critiques de l'époque, c'est assez étourdissant de voir, tout le monde dit, il y a deux cinéastes qui sont apparus, c'est Orson Welles et Preston Sturges. Donc, il était quasiment à l'égal de Welles. Hein, c'est pour des gens comme André Bazin, Alexandre Astruc, tous ceux qui étaient vraiment les grands critiques de la grande époque de la cinéphilie, hein, c'est-à-dire de l'après-guerre, de la création des ciné-clubs, des projections à la cinémathèque, de ce moment d'effervescence de la cinéphilie française. Sturges a été le roi de ces années-là,
ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais vraiment tout le temps de la libération et la fin des années 40. Donc c'est quelqu'un qui a été vu. Et donc on a vu que il y avait un renouveau. Ce renouveau, il est lié bien sûr au fait que c'est le scénariste qui écrit l'histoire. Ce sont des œuvres de scénaristes, réalisateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi c'est quelqu'un qui va à la fois, qui revient en arrière et qui fait un bond vers l'avant. Il revient en arrière parce qu'il intègre beaucoup d'éléments du cinéma burlesque dans son écriture. Donc dans les films de Sturges, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de poursuites. C'est quelque chose, donc on pourrait dire oui, mais ça existe dans l'Impossible Monsieur Bébé, mais c'est différent. Il y a déjà un regard un peu historique effectivement là-dessus. Et il y a aussi une sorte de bond en avant que la comédie des années 50 va réellement marquer à l'époque où Sturges aura déjà fini sa carrière. C'est l'idée d'une sorte de déréalisation. Les personnages sont un peu considérés comme des personnages de dessin animé. On pourrait dire qu'il y a une cartoonisation de la comédie et que l'on va pouvoir observer que l'on peut observer chez Sturges. Hein. Il y a l'écriture des Tom et Jerry structure parfois des séquences de Sturges. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle The Palm Beach Story, Madame et ses flirts, où Sturges, le personnage principal masculin s'appelle Tom et sa femme s'appelle Géraldine, elle s'appelle Jerry. Et il y a des moments extraordinaires qui ressemblent vraiment à des poursuites de Tom et Jerry. Donc ça c'est nouveau. Ça c'est tout à fait nouveau parce que c'est conscient. C'est délibéré et donc là il y a une forme qui évolue vraiment, la forme comédie évolue et comme on va le voir dans les années 50, des cinéastes qui viennent d'ailleurs du dessin animé comme Frank Tashlin par exemple, qui avait créé le personnage de Porky et autres, qui était au départ quelqu'un qui vient du comics et du dessin animé. Il fait des films où il prend vraiment la suite de Sturges, que ce soit les films avec Jerry Lewis, avec Jane Mansfield, comme La Blonde et moi, ou La Blonde explosive, et c'est vraiment dans la lignée de Sturges, mais qui est amplifié par la couleur, par le cinémascope. Et donc, tout cet aspect fait que une plus grande noirceur, le retour vers le burlesque, la musique, le cinémascope, la couleur, c'est plus exactement le même genre que dans les années 30. Voilà pourquoi j'ai proposé d'appeler ce moment la seconde comédie américaine. Et une autre justification des S entre parenthèses du titre. Pourquoi avoir décidé de terminer ce livre sur donc 1968, The Party, un film de Black Edwards, avec un acteur britannique, Peter Sellers, et en plus un film je veux dire, pas forcément si bavard que ça, mais qui travaille beaucoup sur le corps et le burlesque aussi, paradoxalement. Donc on en revient aux origines, peut-être. Oui, je pense que c'est la fin d'un programme. C'est pas la fin du genre, c'est la fin d'un programme, comme on dirait, un programme génétique ou un programme informatique. Hein. C'est comme la fin d'un programme. Alors, on pourrait dire qu'au début des années 70, il y a des films comme, je sais pas moi, Avanti de Billy Wilder, qui est tout à fait dans la ligne de tout cela, et on aurait très bien pu. C'est pour ça que je mets des photos d'Avanti dans ma conclusion. Il y a une cohérence dans ce demi-siècle qui se donne à voir. Alors, terminé en 68, c'est terminé avec, vous l'avez dit, avec La Partie, qui est un film qui résume en effet beaucoup de choses. C'est-à-dire qui est à la fois c'est ce que j'avais proposé d'appeler, vous savez, des métafilms, des films sur le cinéma qui tiennent un discours critique en fait sur le cinéma. Et c'est un film qui donc permet de parler de Black Edwards, qui est certainement
le grand héritier du genre. Il l'illustre et il le continue, même après, effectivement, la fin de cette époque classique. Et là, c'est un film qui est effectivement en hommage au cinéma burlesque, mais qui est en même temps une comédie sophistiquée. Et qui est un film politique. C'est un film politique parce que on s'en prend à la citadelle hollywoodienne. Au début du film, dans les séquences pré-génériques, ce figurant catastrophe d'origine indienne, Rundeep Bakshi, qui est interprété par Peter Sellers, détruit un décor très 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 fastueux, un fort. Bon, donc il place l'industrie, enfin le studio dans une grande difficulté. Et à la fin du film, ce qu'il a fait au décor, il va le faire à la maison ultra moderne d'un producteur hollywoodien. Et pour ça, il est aidé d'une jeune Française qui essaye de percer dans le cinéma, d'une troupe folklorique russe, et de jeunes qui protestent, qui sont les enfants de la famille. Et tous ces gens-là vont submerger effectivement la belle maison du producteur qui incarne le fascisme américain. Et c'est très fort. C'est très fort parce qu'on a un film extrêmement drôle, jubilatoire, et qui est en même temps un film très typique de cette époque, Flower Power. Enfin, en plus, ça tombe bien pour nous, c'est 68, donc ça veut dire quelque chose. Mais c'est peut-être l'apothéose du genre, en effet. Donc, et une sorte de synthèse. Et en même temps, c'est une comédie très réussie, extrêmement écrite, et en même temps jouant sur l'improvisation. Et ça, Jerry Lewis avait été le premier à utiliser effectivement ce dispositif vidéo pour tourner, parce que ce sont et Black Edwards pour la partie l'a amélioré, enfin l'a adapté. Vous savez, c'était les actions replay, les buts qu'on utilisait à la télévision pour montrer le ralenti ou l'action replay qui montre une action décisive dans un match. Et c'est ce dispositif qui est utilisé dans la partie. Ce qui fait qu'on n'a pas à envoyer les rushs et à attendre 48 heures pour savoir si le gag a fonctionné ou pas. On voit tout de suite. Donc c'est le début de la vidéo d'une certaine manière. Et ça, c'est une stylisation très importante également, c'est de comprendre qu'on peut improviser. Donc c'est un travail qui a à voir avec le travail vidéo qu'on va retrouver en Europe pour des questions beaucoup plus sérieuses parfois, y compris politiques. Et il est employé là. Et quelqu'un comme Coppola va travailler aussi sur. Il y a un côté expérimental qui est extrêmement intéressant à ce moment-là. Ça me semblait intéressant de terminer par là aussi. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que Jerry Lewis a été en France dans les années 50, surtout les années 60 et un peu plus, idolâtré par la critique de cinéma. Par rapport au public, je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait quelques succès. Alors qu'aux États-Unis, aujourd'hui, quand on parle de Jerry Lewis, c'est pas tellement considéré comme. Enfin, il n'est pas aussi important que dans la critique de cinéma française, par exemple. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? C'est une histoire très très connue, effectivement. Les Américains, une des définitions des Français par les Américains, c'est oui, c'est le peuple qui aime Jerry Lewis. C'est un running gag depuis un demi-siècle, donc c'est une histoire très connue. Jerry Lewis quand il était avec Dean Martin, ils ont été les gens les plus célèbres après Chaplin. C'est Martin and Lewis. C'est le premier tandem multimédia. Ils faisaient à la fois du cabaret, du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télévision. Et ils étaient partout. Et donc c'était un tandem extraordinairement populaire, l'association d'un crooner et d'un comique. Et ils étaient extrêmement drôles, ils improvisaient beaucoup à la télé, c'était tout à fait extraordinaire. Donc il y a dans l'émission Bonjour Monsieur Lewis de Robert Benayoun, qui était en 6 parties, qu'on peut retrouver sur Internet. On a beaucoup d'extraits de la télévision américaine, des choses qu'on ne connaît pas en général, qu'on ne peut pas voir au cinéma. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et quand ils se sont séparés,
c'est un peu comment dire, c'est comme Lennon et McCartney quand les Beatles se sont séparés. C'est-à-dire qu'on a le méchant, c'était Lewis. Donc les Américains ont des put the blame on Lewis. C'était lui qui avait tort. Et donc ça c'est un premier point, mais il faut le garder en tête pour les Américains. Jerry Lewis, c'était le partenaire de Dean Martin, et c'est lui qui en plus, selon eux, effectivement, était le responsable de la séparation en 1956. C'est très précisément le moment où il travaille de plus en plus sérieusement avec Frank Tashlin, et c'est à partir de 1960 qu'il réalise ses premiers films. Et ces premiers films sont, là aussi, entre 60 et 65, à la Paramount. On retrouve Paramount, j'y peux rien. Hein. Et là, on trouve donc que ce soit le Dingue du Palace, The Ladies Man, Dr. Jerry et Mr. Love, il y a toutes les Tontons Farceurs, il y a 5-6 films tout à fait extraordinaires à cette époque-là. Un peu comme Sturges, ça dure assez peu de temps finalement, mais là, il y a un enthousiasme critique au sein dans les revues françaises et dans le journalisme français en général. Chaque film de Jerry Lewis, et les critiques français ont raison, hein, chaque film de Jerry Lewis est un chef-d'œuvre nouveau dans l'histoire du burlesque. Pas forcément de la comédie, mais pour moi, il utilise certains éléments de la comédie, certains éléments de la comédie musicale, et ça donne des créations tout à fait unique, avec une persona comique, son personnage du type à la fois effrayé et inadapté, hein, et qui en même temps porte une certaine morale. C'est l'héritier de Chaplin à cet égard. Hein. C'est quelque chose de très très fort. Et les Américains à ce moment-là, je dirais qu'ils ont d'autres problèmes. C'est le moment de la fin de Hollywood. C'est le moment où on se dit peut-être que finalement le cinéma va s'arrêter et que c'est la télévision qui va prendre la place à 100%. Et Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino montre bien cela. Hein. Ces acteurs sont des acteurs de télévision qui jouent dans un genre, le western, qui est un genre traditionnel du cinéma. Celui qui incarne le cinéma, c'est un Européen qui s'appelle Polanski. On voit très très bien qu'à ce moment-là, les Américains sont très peu connectés sur effectivement l'histoire du cinéma, l'importance du cinéma. Ils essaient de gérer la crise et elle est très difficile. Hein, c'est-à-dire que même les plus grands noms ont du mal à tourner. C'est une déflagration, hein, la fin des studios. Ça s'arrête réellement en 62-63, et toutes les années 60 qui sont passionnantes, mais c'est des moments de crise. Et après, il faudra attendre pour le redémarrage économique, la période Spielberg, Lucas, etc., pour que les choses redémarrent autrement sur le plan économique. Mais là, on est dans un moment très, très, très incertain, et Jerry Lewis pâtit aussi de cela, je crois, à ce moment-là. Ouais. La deuxième question, je peux pas ne pas vous la poser parce que effectivement le livre se termine sur 68, mais aujourd'hui la comédie, est-ce qu'elle est toujours américaine? Oui, il y a beaucoup de choses oui, aujourd'hui on est dans une époque extrêmement intéressante. Moi j'ai fait exprès de me cantonner dans le livre, parce que je voulais pas, il aurait été très facile, mais et en même temps perturbant à mon avis pour le lecteur, et ça n'aurait pas été sérieux en fait. De dire, et là on peut penser à Judd Apatow, et là on peut penser aux frères Cohen, et là on peut penser... Bon, il était... Ou à la télévision, ou à The Marvelous Miss Maisel, bon, que sais-je. Il est évident que tous ces talents qui sont à la fois liés au cinéma, au stand-up, au théâtre, tout ce qu'on veut, que l'on trouve dans le cinéma américain d'aujourd'hui, montrent que la comédie américaine, d'une certaine manière, existe toujours et qu'elle s'est renouvelée et qu'il y a eu des chapitres très très différents. Je ne sais pas si je serais capable de faire un deuxième volume, si vous voulez, avec 50 autres années, parce que
même si ça existe toujours, on est parti effectivement sur des œuvres qui moi m'intéressent beaucoup, mais qui ont réellement à voir avec à la fois l'évolution du cinéma, mais également l'évolution des mœurs, également l'évolution de la société. Et donc, je sais pas, un film comme Dumb and Dumber, par exemple, qui date du début des années 90, c'est un film qui on voit très bien ce que Jim Carrey doit à Jerry Lewis, par exemple, et à d'autres. On comprend effectivement le côté débile des personnages qui est particulièrement intéressant, mais en même temps, on voit bien que ce sont des... Donc, on pourrait dire que c'est une continuité, et c'est tout à fait possible de penser les choses comme cela, mais en même temps, effectivement, il y a eu des trous dans l'inspiration, ou mettre la comédie des années 70, ou mettre la comédie des années 80, qui est très intéressante, avec des gens comme John Landis, par exemple. Enfin, on voit bien, effectivement, que les genres, comme dans tous les pays, comme dans tous les pays importants du cinéma, il y a eu une continuité. C'est pas le cas en Italie, par exemple. Là, j'ai dit tous les pays, mais en fait, je pense immédiatement au fait que la comédie italienne, c'est très différent. Hein, et donc, qu'elle était liée vraiment à Cinecittà et à une manière, effectivement, de concevoir une production de masse avec un certain nombre de très grandes stars que l'on retrouve tout le temps. Hein, qui est la méthode américaine d'ailleurs. Hein, il n'y a pas. En France, on a eu également quelques très 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 grands noms. On arrive à faire des. Parfois, la comédie américaine inspire des cinématographies autres. Il y a certains films de Jean-Paul Rapneau, par exemple, qui doivent beaucoup en France à l'écriture de la comédie américaine. Un film comme Bon Voyage, qui est très réussi, hein, qui parle pourtant d'une heure grave de l'histoire de France, hein, donc 1940, et en même temps est complètement stylisée et écrite comme une comédie américaine de la grande époque. Le rôle d'Adjani reprend pour ce film-là, par exemple, donc des éléments très très marqués du jeu de Katharine Hepburn, par exemple. Donc on voit bien qu'effectivement ça c'est un héritage l'idée que l'homme et la femme se disputent tout le temps, ça c'est donc typique de Bringing Up Baby ou avant de New York Miami. Chez Capra on retrouve cela aussi. Et ben, c'est quelque chose que l'on retrouve tout le temps dans l'histoire des comédies. Il est bon que le couple se dispute et se poursuive pour arriver à le mettre ensemble ou à le remettre ensemble à la fin. J'avais été, même si ce film date de 64, je crois, mais j'avais été, quand je l'avais découvert la première fois, extrêmement impressionné par le rythme de La vie de château de Rapneau. Voilà, La vie de château. Très impressionnant, c'est très très impressionnant. Oui, chez Philippe de Broca aussi. Aussi, avec Cassel. Oui, voilà. Oui. Et il faut avoir effectivement les acteurs qui permettent effectivement de jouer sur ce tempo, sur ce timing. Effectivement, des acteurs comme Jean-Pierre Cassel, comme Françoise d'Orléac à un moment donné. Enfin, on voit bien effectivement qu'on a eu qu'il y a eu un héritage effectivement tout à fait intéressant. Comédies américaines avec un S pour comédie américaine entre parenthèses, comme dans Histoire du cinéma de Godard, sur lequel d'ailleurs vous avez écrit aussi Dance to the Beach, Black Edwards, histoire d'une forme, avatar au pluriel, d'un genre. C'était Marc Serisuelo qui est venu pour nous en parler. Je lui en suis vraiment reconnaissant. C'était en tout cas un plaisir. Je rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page du site Capricci pour vous procurer ce livre. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci, vous aussi. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony